Voilà, on va parler donc des enrobés bitumineux et des enduits superficiels dans cette présentation. Nous allons commencer par les enrobés bitumineux. Alors, le principe des enrobés bitumineux, c'est un mélange entre des agrégats et du bitume à chaud. Voilà, un mélange entre granulat et bitume à chaud, ici, va être utilisé comme enrobé bitumineux, comme matériau de couche de roulement ou bien de couche d'assise. Alors, l'utilisation est très vaste, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour toutes les couches de chaussée, de la couche de fondation jusqu'à la couche de surface. Alors, maintenant, on va distinguer deux types d'enrobés à chaud, ce qu'on appelle les enrobés de couche d'assise et les enrobés de couche de roulement. Alors, les enrobés de couche d'assise, c'est quoi? C'est la grave bitume. C'est aussi les enrobés à module élevé. Ces types d'enrobés sont utilisés uniquement en couche d'assise. Il y a aussi les enrobés en couche de roulement. Alors, les enrobés en couche de roulement, c'est des bétons bitumineux. Donc, c'est des bétons bitumineux avec plusieurs types. Le béton bitumineux semi-grenu, par exemple, on utilise beaucoup. Le béton bitumineux à module élevé. Le béton bitumineux mince. Le béton bitumineux très mince, en fonction de l'épaisseur qui sera mise en œuvre. Il y a le béton bitumineux drainant. Il y a aussi d'autres types de béton bitumineux. Il y a le béton bitumineux aéronautique qu'on utilise sur les pistes d'atterrissage des aéroports. De toutes les façons, donc, ces matériaux de couche de roulement, ces enrobés de couche de roulement, nous allons les mettre dans cette dénomination-là, béton bitumineux. Alors, pour avoir maintenant les enrobés, n'est-ce pas, il faut faire une formulation. Alors, il faut faire une formulation et il y a plusieurs méthodes de formulation. Alors, une formulation a un objectif. L'objectif d'une étude de formulation, c'est quoi? C'est de définir les dosages des différents constituants capables d'atteindre et d'assurer au cours de la durée de vie de la couche le maintien à un niveau satisfaisant des propriétés d'usage. C'est ça l'objectif de la formulation. Le premier objectif, c'est ça, d'avoir les dosages des différents constituants, que ce soit granulats, que ce soit liants, que ce soit additifs. Même pour les granulats, quelle classe, avec plusieurs classes, quelle classe ajouter, combien de pourcents de 0,3, combien de pourcents de 3,8, combien de pourcents de 8,16, combien de pourcents de 4,6. Il faut donner donc les dosages des différents constituants, mais qui nous permettent d'avoir la meilleure performance de l'enrobé une fois mis en œuvre. Deuxième objectif, c'est de déterminer les caractéristiques de laboratoire du mélange, notamment la compacité, la teneur en vide, la masse volumique réelle, la masse volumique apparente, etc., etc. Pas mal donc de paramètres qu'on doit déterminer au laboratoire. Troisième objectif, c'est de servir de base au dimensionnement d'une chaussée, évidemment en fonction de la performance, notamment surtout les performances mécaniques, le module de rigidité du mélange et d'autres paramètres tels que la résistance à l'orniérage, n'est-ce pas, la résistance à la fatigue. Tout ça, c'est des paramètres qui permettent donc, qui serviront au moment du dimensionnement de la chaussée ou bien qui serviront à prédire, par exemple, la dégradation de la chaussée. Voilà, donc pour schématiser ici, une étude de formulation. Il faut savoir maintenant qu'une étude de formulation peut se faire sur plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Il y a même le niveau 0. Il faut faire donc plusieurs études de formulation. Quel que soit alpha, il faut toujours partir des normes. Il faut connaître les normes sur les constituants, que ce soit les granulats, les liants, les additifs. Il faut connaître les normes sur les essais. Il faut connaître les normes sur les enrobés. Il y a des essais qui sont effectués sur les éléments, sur les constituants. Il y a des essais qui sont effectués seulement sur le granulat. Il y a des essais qui sont effectués seulement sur le liant. Mais il y a des essais qui sont effectués uniquement sur le mélange, c'est-à-dire sur l'enrobé. Il faut connaître aussi les exigences du marché. Parfois aussi, on utilise des produits non normalisés. Quand vous utilisez un produit non normalisé, qui ne fait pas l'objet d'une norme,
vous avez besoin d'un avis technique pour pouvoir utiliser ce produit-là. Donc, vraiment, c'est tout cela sur tout cela que vous combinez, n'est-ce pas, pour faire une étude de formulation. Vous appuyez sur tous ces éléments-là pour faire une étude de formulation. Maintenant, la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir la composition de l'enrobé qui va avoir les performances de l'enrobé exigées par le marché. Exigées par le marché. Alors, on va apprendre les paramètres, notamment quelques paramètres qui sont extrêmement importants pour mesurer donc, les caractéristiques des enrobés. Le premier élément que nous allons voir, c'est la teneur en liant. Alors, dans la norme française, dans l'ancienne norme française, la teneur en liant va être appréciée en termes de pourcentage externe, c'est-à-dire c'est le poids du liant sur le poids des granulats secs fois 100. Le poids du bitume, par exemple, sur le poids des granulats secs fois 100. Ça, c'est un pourcentage externe. Par exemple, un enrobé qui comporte 6% de bitume en termes de teneur en liant, de pourcentage externe, TL, grand T, grand L. Ici, donc, un enrobé qui contient 6% de bitume contiendra donc 6 kg de bitume pour 100 kg de granulats secs ou 106 kg d'enrobé. L'enrobé, c'est le mélange entre le granulat et le bitume. Dans la nouvelle norme française, ils vont parler de pourcentage interne. C'est quoi le pourcentage interne? C'est le poids de liant divisé par le poids de granulat sec plus le poids du liant. Vous voyez la différence ici, fois 100. Donc, on a petit t, petit l. Par exemple, un enrobé qui comporte 6% en termes de teneur interne, en termes de pourcentage interne de bitume, contiendra 6 kg de bitume pour 100 kg d'enrobé. Évidemment, le pourcentage externe et le pourcentage interne sont reliés par cette relation. Le pourcentage interne, c'est le pourcentage externe sur 100 plus le pourcentage externe. Deuxième paramètre que nous allons apprendre, c'est le module de richesse K. Alors, K est une notion importante qui caractérise l'épaisseur moyenne donc, du film de liant, du film de bitume qui enrobe les granulats, n'est-ce pas? Quand vous mélangez le liant, le bitume et les granulats, vous savez qu'il y a le bitume qui va enrober. C'est quoi on parle d'enrober? Qui va enrober donc les granulats. Alors, l'épaisseur moyenne donc, de ce film-là sera appréciée par un paramètre K. En réalité, ça nous donne la richesse en liant, qu'il ne faut pas confondre avec la teneur en liant. Il ne faut pas confondre avec la teneur en liant. Ici, K, c'est une notion qui nous permet d'apprécier la richesse en liant. Alors, ce cas-là, dans la norme française, est une fonction de la teneur en liant, évidemment, mais surtout de la surface spécifique des grains. La surface spécifique des grains et de la masse volumique des granulats. Donc, vous voyez que K, c'est quoi? C'est la teneur en lien divisé par alpha racine cinquième de sigma. Alors, si vous voyez ici sigma, c'est ça qu'on appelle la surface spécifique des granulats en mètres carrés par kilogramme. Alors, comment on calcule ce alpha-là? Ce sigma, la surface spécifique, dans l'ancienne norme française, c'est 0,25 G plus 2,3 grand S plus 12 petit s plus 135 petit f. Alors, grand G, c'est la proportion massive de gravion supérieure ou égale à 5 mm. Grand S, c'est la proportion donc, de sable moyen, c'est-à-dire entre 5 mm et 0,315. Petit s, c'est la proportion de sable fin. Ici, c'est entre 80 micromètres et 0,315. Petit f, c'est le pourcentage de fileur, c'est-à-dire le passant au tamis, 0,080 mm. Alors, en ce moment, alpha, c'est quoi? C'est 2,65 divisé par la masse volumique réelle des granulats. Donc, voilà comment on peut avoir la surface spécifique. La surface spécifique, et après, connaissant la teneur en liant, en déduire le module de richesse. Alors, il y a des formules plus simples ici que ça, n'est-ce pas? Donc, ça, il faut avoir la courbe granulométrique du mélange pour pouvoir déterminer ça. Alors, il y a des formules qui sont plus simples, qui sont utilisées pour les bétons bitumineux à enrobé dense, des formules donc de la surface spécifique.
2,5 plus 1,3 F. Pour les mortiers bitumineux, hein, 2,5 plus 1,3 F ou bien 4,75 plus 1,3 F. Donc, il y a des formules qui sont simplifiées. Donc, voilà ici que plus la teneur en fine est élevée, plus la surface spécifique est élevée. Voilà, plus la surface spécifique est élevée. Pourquoi? Parce que ce sont les fines qui absorbent le granulat, qui absorbent le bitume. En réalité, les granulats grossiers ne vont pas absorber du bitume. Ce sont les particules fines, hein, qui vont absorber le bitume. Cela veut dire que plus un mélange granulaire est riche en particules fines, plus ce mélange sera riche en bitume, parce que les fines vont absorber le bitume. Alors, autre paramètre à comprendre, c'est ce qu'on appelle la compacité. Alors, je reviens un peu en arrière. Évidemment, il y a les nouvelles, avec la nouvelle norme, hein, qui a changé complètement, par exemple, par rapport aux courbes granulométriques. Là, on peut, ici, les dosages peuvent, les tamis peuvent changer. Hein. Les tamis peuvent changer. En ce moment, ici, là, on parle de 150 F, le pourcentage de fine. Mais là, c'est lorsqu'on utilise le tamis 63 micromètres. Hein, le tamis 63 micromètres. Donc, vous verrez tout ça dans le cours. Hein. Je donne toutes les formules avec l'ancienne norme, hein, et la nouvelle norme aussi, n'est-ce pas? Donc, même si le module de richesse va être supprimé, donc, dans la nouvelle norme européenne. Autre paramètre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la compacité. La compacité d'un enrobé, c'est la masse volumique apparente sur la masse volumique réelle fois 100. N'est-ce pas? C'est aussi 100 moins le pourcentage des billes. La masse volumique apparente est mesurée. Hein? Par exemple, dans l'enrobé, vous pouvez séparer les phases. Hein? Un milieu triphasique comme dans les sols. Vous avez les granulats, vous avez le bitume et vous avez les vides d'air. N'est-ce pas? Donc ça, pour avoir maintenant la masse volumique apparente, c'est la masse totale sur le volume total. Donc c'est mesuré comme ça, une P grande A. Par contre, la masse volumique réelle, c'est là, voilà, c'est calculé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est la masse, hein, réelle, c'est-à-dire c'est la masse des granulats et la masse du bitume, la masse de l'air est nulle, sur le volume du granulat et plus le volume du bitume seulement. Le volume d'air n'en fait pas partie. Voilà, on appelle la masse volumique réelle de l'enrobé. Donc, vous voyez que ça, c'est calculé, hein, c'est calculé. Donc, cette masse volumique réelle de l'enrobé, c'est 100 plus la teneur en liant sur le pourcentage du premier granulat, hein, parce que ici, le granulat, c'est un mélange de plusieurs classes. Donc, sur la teneur, hein, du premier granulat divisé par la masse volumique réelle du premier granulat, plus le pourcentage du deuxième granulat, plus la masse volumique réelle du deuxième granulat, ainsi de suite, jusqu'à n granulats. Si vous avez mélangé n granulats, vous allez le faire. N classes granulaires, vous allez le faire pour les n classes granulaires. Plus enfin, la teneur en liant, n'est-ce pas, divisé par la masse volumique du liant, c'est-à-dire la masse volumique du bitume qui est mélangé. Voilà comment on obtient la masse volumique réelle de l'enrobé. Par contre, pour avoir la masse volumique apparente, c'est quoi? C'est la masse totale d'un échantillon d'enrobé sur le volume total de l'échantillon. Alors, la masse totale, il n'y a pas de souci, il faut poser. Par contre, le volume total d'un enrobé, alors, on peut le mesurer de façon géométrique. C'est-à-dire que c'est un cylindre, hein, on mesure la surface de base, on mesure la hauteur. Surface de base multipliée par hauteur, ça me donne le volume. Je dis que la masse volumique, ici, le volume, il est mesuré par méthode géométrique. En ce moment, on note MV petit a. Si vous voyez MV petit a, cela veut dire que le volume de l'enrobé a été mesuré par mesure géométrique. Ou bien le faire par peser hydrostatique, c'est-à-dire peser l'enrobé à l'air, ensuite le peser sous l'eau et utiliser donc le principe d'Archimède pour avoir le volume de l'enrobé. Donc le volume de l'enrobé, c'est là le volume d'eau déplacé. En ce moment, on note MV grand A. C'est-à-dire que ici, le volume a été mesuré par peser hydrostatique. Évidemment, comme on l'a dit, donc la compacité, c'est 100 moins, hein, le pourcentage de vide. Ou bien le pourcentage de vide, c'est 100 moins la compacité. Exemple, ici, vous avez un enrobé. Un enrobé qui est dosé à 5% de bitume. La densité du bitume, c'est 1,03 tonnes par mètre cube. La courbe granulométrique des granulats,
c'est quoi? C'est fait de 40% de 0,2. Le 0,2 a une masse volumique de 2,75 tonnes par mètre cube, plus 15% de 2,6. Le 2,6 a une masse volumique réelle de 213 tonnes par mètre cube, plus 45% de 6,10. Le 6,10 a une masse volumique réelle de 210 tonnes par mètre cube. Donc, ici, je veux calculer la masse volumique réelle et la masse, d'abord, la masse volumique réelle. Alors, la masse volumique réelle, comme on a dit tout à l'heure, c'est le poids total des granulats plus le bitume. Donc, le poids total des granulats, c'est 100 plus 5 kg. N'est-ce pas? Donc, un enrobé est dosé à 5%. N'est-ce pas? Donc, ici, en termes de pourcentage externe, vous avez quoi? Vous avez donc 100 kg de granulats et 5 kg de bitume. Donc, ça vous fait 105 kg. Maintenant, on peut calculer le volume. Le volume ici du premier granulat, puisque je connais sa masse volumique. Donc, c'est 40%, ça occupe 40% de l'ensemble, 40 sur 215, plus 15 sur 213, plus 45 sur 270, plus maintenant la teneur en lien, 5 sur la masse volumique du bitume, 1,03, ça me donne 41,561 décimètres. Et voilà, à partir de là, maintenant, je peux calculer la masse volumique réelle de l'enrobé, c'est 105, et je divise par 41,561, ça me donne 2,526 kg par décimètre cube ou bien tonne par mètre. Pour avoir la masse volumique apparente, on vous dit qu'une carotte de cet enrobé prélevée sur chaussée pèse 2349 grammes pour un volume de 1010 cm3. C'est-à-dire que la masse volumique apparente de l'enrobé, qui est mesurée par mesure géométrique, c'est 2349 sur 1010, ça me donne 2,326 kg par décimètre cube, tonnes par mètre cube. Donc, je peux maintenant calculer la compacité, n'est-ce pas, qui est égale à la masse volumique apparente sur la masse volumique réelle fois 100, ça me donne 91,6. À partir de là, j'en déduis le pourcentage de vide qui est égal à 8,6%. Donc, voilà donc, ces notions de masse volumique. Maintenant, la composition granulométrique. Alors, pour avoir une composition granulométrique, il faut faire une étude de formulation. N'est-ce pas? Une étude de formulation pour entrer dans le fuseau spécifié. Si tu veux avoir un 0,14, il y a le fuseau. Si tu veux faire un béton bitumineux 0,14, il y a le fuseau du béton bitumineux 0,14. Donc, tu fais une étude de formulation pour entrer dans le fuseau du béton bitumineux semi-granuleux 0,14. Par exemple, dans nos pays ici, les classes commerciales, c'est du 0,3, du 3,8, 8,16, 16, 25. Donc, de toute façon, vous avez sur chantier les différentes classes. Et après, vous faites une recomposition pour chercher donc, le pourcentage de 0,3 et le pourcentage de 3,8, le pourcentage de 8,16, par exemple, les pourcentages des différentes classes à mélanger pour avoir la courbe granulométrique de votre mélange qui entre parfaitement dans le fuseau de spécification donc, du produit, du mélange que tu es en train de chercher. Alors voilà, donc il faut faire forcément une recomposition granulométrique. Alors, une fois que vous avez fait la formulation, maintenant, il faut savoir qu'il y a des essais qui sont effectués sur le mélange, sur l'enrobé, n'est-ce pas, pour mesurer les performances de l'enrobé. Alors, parmi ces essais, il y a ce qu'on appelle l'essai Dulliez. Alors, l'essai Dulliez est un essai de compression simple qui permet de caractériser la tenue à l'eau des enrobés hydrocarbonés. Le principe, c'est quoi? On va écraser, on va faire un essai de compression simple à vitesse constante, par compression simple, des éprouvettes. Alors, les éprouvettes, on en fait 2 lots. On confectionne 2 lots dans des éprouvettes qu'on appelle les moules Dulliez. Les moules Dulliez. À partir des moules Dulliez, vous confectionnez 2 lots d'éprouvettes, n'est-ce pas? Alors, le premier lot, vous le conservez à l'air pendant 7 jours. Le deuxième lot, vous le conservez sous l'eau pendant 7 jours. Après 7 jours, vous sortez les 2 lots et vous écrasez, vous mesurez la résistance à la compression de chaque lot. Alors, on va désigner grand terme la résistance à la compression des éprouvettes conservées à l'air. Et on va désigner petit terme la résistance à la compression des éprouvettes conservées dans l'eau. Alors, le rapport
petit R sur grand R, c'est ça qu'on appelle l'indice du liège, n'est-ce pas? L'indice du liège. Ou bien la tenue à l'eau. Ça donne une idée sur la tenue à l'eau. N'est-ce pas? Ça donne aussi une idée sur la résistance au désenrobage. On appelle aussi la résistance au désenrobage. N'est-ce pas? Plus cet indice du liège augmente, plus la résistance au désenrobage va augmenter. Plus la teneur en lien augmente aussi, plus l'indice du liège va augmenter. Donc, voilà ce qui fait qu'il y aura des spécifications ici que vous voyez ici. Cela veut dire qu'on vous dit, par exemple, pour le béton bitumineux semi-grenu à chaud, ici, le rapport immersion-compression, ce rapport-là, on l'appelle aussi le rapport immersion-compression, petit r sur grand R, doit être forcément supérieur ou égal à 0,75 ou 75%. Voilà donc l'essai du liège. Donc, c'est un essai de compression simple qui permet d'apprécier la tenue face à l'eau, la résistance au désenrobage des enrobés. Vous voyez que les enrobés, une fois mis en œuvre avec la pluie qui tombe, surtout pour les enrobés de couche de surface, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des enrobages. Il ne faut pas que l'eau vienne ici pour séparer les granulats avec le bitume. Donc, pour apprécier cette résistance-là, que l'on fait cet essai-là qu'on appelle l'essai du liège. Je rappelle que c'est un essai de compression simple. Et il y a des moules qui sont spécifiques pour ça, au laboratoire, qu'on appelle des moules du liège. L'autre essai, c'est l'essai Marshall. Alors, l'essai Marshall est fondamental. Il y a même une méthode de dimensionnement, une méthode de formulation, je veux dire ici, qu'on appelle la méthode Marshall. Alors, cet essai Marshall a pour but de déterminer deux paramètres extrêmement importants. Donc, l'essai Marshall a pour but de déterminer pour une énergie de compactage donnée ce qu'on appelle la stabilité Marshall et le fluidage Marshall. Une éprouvette de dimension donnée. C'est extrêmement important. Donc, la finalité, c'est quoi? C'est la stabilité Marshall et le fluidage Marshall. Alors ça, c'est un essai de compression diamétrale. Donc, au laboratoire, il y a des éprouvettes qu'on appelle des éprouvettes Marshall. C'est des éprouvettes d'environ 10 cm de diamètre. Voilà, vous voyez ici, voilà, les éprouvettes Marshall sont là. Voilà. Donc, le diamètre est là, 101,6 mm. N'est-ce pas? Ouais, avec la base, ça c'est le corps du moule. Ça c'est le corps. On va compacter, l'enrober ici à l'intérieur. Ça c'est la base lors du compactage. Ça c'est la rehausse pour faciliter le compactage, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc en ce moment, on va compacter l'éprouvette d'enrobé, l'enrobé ici à l'intérieur, avec une dame au laboratoire qu'on appelle la dame Marshall. Donc c'est une dame qui permet de compacter l'enrobé à l'intérieur, n'est-ce pas? Comme la dame Proctor. Mais ici, c'est un peu différent. Ce n'est pas la même dame Proctor qu'on utilise. Donc ici, il y a une dame spécifique pour l'essai Marshall. Comme le moule que vous avez ici, il y a aussi un moule Proctor au laboratoire. Mais vous voyez que le moule Proctor et le moule Marshall n'ont pas les mêmes dimensions, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc chaque essai évidemment, est normalisé avec l'instrumentation qui est spécifique. Donc au laboratoire, vous allez trouver des éprouvettes. On appelle des éprouvettes Marshall et des dames qu'on appelle les dames Marshall. Des dames qu'on appelle la dame Marshall. N'est-ce pas? Alors, c'est un essai de compression diamétrale. Une fois que l'éprouvette est compactée dans le moule Marshall, on va effectuer une compression diamétrale. C'est-à-dire que l'échantillon va être couché. Regardez ici. L'échantillon va être couché là, entre deux mâchoires. On va écraser l'échantillon, l'éprouvette, entre deux mâchoires. On va le mettre sous la presse. Il y a une presse aussi qu'on appelle une presse Marshall. Une presse qu'on appelle une presse Marshall qui permet donc d'écraser ces éprouvettes. Au cours de l'écrasement, on mesure la force jusqu'à la rupture. Maintenant, c'est quoi la stabilité Marshall? La stabilité Marshall, c'est quoi? C'est la force maximale au moment de la rupture de l'éperon. C'est la force, la charge, la force nécessaire pour écraser l'éperon. Et le fluidage Marshall, c'est quoi? C'est la déformation de l'éprouvette au moment de la rupture. La déformation de l'éprouvette au moment de la rupture, c'est ça qu'on appelle le fluidage Marshall. Donc voilà l'essai Marshall. Donc c'est un essai qui nous permet d'apprécier ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux paramètres extrêmement importants qu'il faut retenir tout de suite, qu'on appelle la stabilité Marshall et le fluidage Marshall. Qui donne une idée sur la résistance et sur la déformabilité donc de l'enrobé. Alors,
Les éprouvettes également, on peut mesurer les paramètres des éprouvettes. Ça, c'est des calculs que vous allez faire de façon fréquente quand vous faites des essais Marshall, Dulles, quand vous faites des enrobés. Le pourcentage de vide, 100 facteur de 1 moins, la masse volumique réelle, la masse volumique apparente sur la masse volumique réelle, on l'a vu tout à l'heure. La masse volumique apparente du granulat dans l'éprouvette. Donc, on note MVAG. MVAG, c'est la masse volumique apparente, n'est-ce pas? Facteur de 1 moins la tonne en liant sur 100 plus la tonne en liant. On peut calculer aussi le pourcentage des vides occupés par l'air et le liant. On note VMA, c'est la masse volumique réelle des granulats, moins la masse volumique apparente des granulats sur la masse volumique réelle des granulats fois 100. On peut aussi calculer le pourcentage des vides comblés uniquement par le liant. On note VL, c'est VMA, c'est-à-dire le pourcentage des vides occupés par l'air et le liant, moins V, c'est-à-dire le pourcentage de vide divisé par VMA fois 100. Donc, tout ça, il faut faire ces petits calculs-là, ces calculs, donc, pour pouvoir apprécier les capacités, les teneurs en vide, etc., les performances de l'enrobé. Enfin, même les performances de l'enrobé seront étudiées à partir d'équations de corrélation en utilisant ces paramètres. Alors, maintenant, j'en viens maintenant de façon spécifique sur les enrobés qui sont utilisés en couche d'assises. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Il y a des enrobés qui sont utilisés en couche d'assises. C'est essentiellement des graves bitumes, n'est-ce pas? Hein? Voilà, essentiellement des graves bitumes. Alors, ils sont situés sous la couche de roulement. Donc, on n'a pas de contraintes ici liées à la rugosité, etc., parce qu'ils sont en bas. Alors, ces graves bitumes, voilà. D'habitude, c'est la première technique qui a été créée pour les couches d'assises sur le réseau à trafic fort, n'est-ce pas? Suite au constat qu'on a fait sur l'orniérage, n'est-ce pas? Sur l'orniérage. Alors, on peut utiliser d'habitude le bitume 35-50, qui est relativement dur, avec un dosage faible, 4 à 5%, ça suffit. En ce moment, on fait des graves bitumes. Alors, il y a deux granulométries. Il y a le 0,20, il y a la grave bitume 0,20 et la grave bitume 0,14, n'est-ce pas? Alors, les dosages en bitume tournent autour de 4,2%. De toute façon, vous allez faire une étude. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une étude de formulation qui permet d'avoir le dosage à retenir. Ça, je donne juste des valeurs moyennes ici, pour que vous puissiez avoir une idée sur les dosages d'habitude en bitume des graves bitumes. Hein? Mais ça tourne entre 4 et 5%. Alors, la qualité du bitume, évidemment, sera choisie en fonction de l'altitude, la classe de bitume. Alors là, on utilise des bitumes purs, de 35-50. Pour des altitudes plus faibles, inférieures à 600 mètres, on peut utiliser le 35-50. Par contre, plus on monte en altitude, plus on va augmenter le grade de bitume. On va vers les 70-100 pour des altitudes qui sont plus élevées. Alors, ces graves bitumes ont une bonne résistance à l'orniérage. Les épaisseurs des graves bitumes, 8 à 16 cm moyenne, mais minimum 8 cm pour la GB 0,20. Pour la GB 0,14, l'épaisseur c'est entre 8 et 14 cm, mais minimum 6 cm. Minimum 6 cm. Voilà. Alors, quand vous augmentez la teneur en bitume, vous améliorez la tenue en fatigue. Hein? Quand vous augmentez la tenue en bitume, vous améliorez la tenue en fatigue. Mais attention aussi à l'effet inverse. Il ne faut pas mettre trop de bitume. Hein? Voilà. Vous risquez d'avoir donc une dégradation des performances. Avec 3 classes, la classe 2, la classe 3, la classe 4. En fonction, évidemment, de la classe de bitume, ici, c'est le 35-50. Ça, c'est les teneurs en liant. Ça, c'est le module de richesse. Ça, c'est les modules E, les modules de rigidité. Ça, c'est les paramètres epsilon 6. C'est les paramètres de fatigue. C'est-à-dire, c'est des paramètres qui sont déterminés à l'essai de fatigue. Epsilon 6, c'est la déformation, d'élongation après 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million de cycles de chargement durant un essai de fatigue. Donc, ces paramètres-là, il faut bien les retenir. Le module et epsilon 6, on va les utiliser dans le dimension. Alors, la mise en œuvre, il faut d'abord faire une couche d'accrochage. D'habitude, avant de mettre en œuvre une couche d'enrobé, il faut au préalable mettre une couche d'accrochage avec peut-être de l'émulsion de bitume, avec un dosage résiduel minimum de 250 grammes par mètre carré, évidemment adapté en fonction du support, de votre support. Alors, l'engin qui permet de mettre en œuvre ça, c'est le finisseur.
hein, c'est le finisseur. En plus, une niveleuse éventuellement. Mais l'engin qui permet de mettre en œuvre les enrobés, on l'appelle le finisseur. On l'appelle le finisseur. Alors, le finisseur est équipé hein, voilà, spécifiquement pour pouvoir mettre en œuvre les enrobés. On parle de guidage sur référence mobile ou bien sur référence fixe ou avec des vis scalaires. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments dans un finisseur, n'est-ce pas? On parle de frein de nivellement, de bras de nivellement, de table. Hein? La table, là, c'est là dans laquelle, avec son réservoir, n'est-ce pas? Dans lequel on va mettre l'enrobé. Hein? Il y a le poste de conduite, hein? Là où est le chauffeur, le conducteur. Voilà. Et il y a beaucoup d'éléments ici qui accompagnent donc le finisseur. Alors, la température de répandage des graves bitumes doit être supérieure à 140 degrés Celsius. Ça, c'est les épaisseurs de mise en œuvre pour le 0,14 ou pour le 0,20. Ça, c'est les épaisseurs moyennes et ça, c'est les épaisseurs minimales, comme on l'a vu. Le compactage se fait avec un vibrant, n'est-ce pas, hein, de rapport M sur L compris en 30 et 40 kg par centimètre, amplitude de vibration forte, une fréquence moyenne à élever, plus surtout ici un compacteur à pneu supérieur à P1, c'est-à-dire une charge par roue supérieure ici à 3. Le nombre de passes de l'atelier, je le dis toujours, ça dépend de la planche d'essai, à fixer lors de la planche d'essai. Je donne ici des valeurs comme ça, hein, indicatives. De plus, ça tourne entre 4 à 8 passes de vibrant et 10 à 15 passes de compacteur à pneu. Mais tout ça, c'est à titre indicatif. Vraiment, sur un projet réel, il faut faire la planche d'essai donc ça, je le donne pour que vous ayez une idée à peu près des nombres de passes. Vous voyez ici, donc, vous voyez le finisseur qui est derrière. Le finisseur qui est derrière, avec la table qui est là, qui est en train donc de mettre en œuvre. Donc, ça, c'est la table. Donc, derrière, vous avez le réservoir. Ici, le réservoir, ici. Regardez le camion. Hein. Le camion est en train de décharger l'enrobé dans le réservoir ici. Et donc, voilà, le finisseur va se charger du répandage. Et derrière, vous voyez, il y a un compacteur qui va passer pour faire le compactage. Voilà, là, c'est un compacteur à pneu maintenant qui vient terminer donc, le compactage. Il vient faire également le compactage. Alors, les enrobés pour couche de roulement maintenant. Les enrobés pour couche de roulement. Alors, les couches de roulement, il y a des qualités, notamment ici, la rugosité. Pourquoi? Parce que c'est une couche située en surface. Donc, on a besoin d'un certain nombre de qualités, telles que l'adhérence, pour des problèmes de rugosité, hein, tels que le confort, pour des problèmes sonores ou visuels. Voilà. Évidemment, donc, c'est extrêmement important, ces qualités-là. C'est des qualités qui n'entrent pas en compte dans le calcul de la structure, mais quand même qui entrent dans l'aspect hein, de la chaussée. Et c'est extrêmement important. Alors, il y a trois familles. Il y a ce qu'on appelle les couches épaisses. Les couches épaisses d'enrobés de couches de roulement, c'est quoi? C'est le béton bitumineux semi-grenu et le béton bitumineux à module élevé. Voilà. Alors là, je rappelle, hein, la couche de liaison, on en a parlé. Les couches de liaison, c'est la transition entre la couche de base et la couche de roulement, n'est-ce pas? Il y a aussi les enrobés hein, qu'on utilise en couche mince avec des épaisseurs de 1,5 à 4 cm. C'est le béton bitumineux très mince, le béton bitumineux ultra mince, le béton bitumineux drainant. Et ensuite, en dernière partie, vous avez les enduits superficiels. Alors, les enduits, ce n'est pas des enrobés. Il ne faut pas confondre enduit et enrobé. Les enrobés sont faits en centrale, n'est-ce pas? Il y a des postes d'enrobage parce que le mélange des différentes classes et du bitume à chaud, tout ça se fait en centrale. Hein. Il y a ce qu'on appelle des postes d'enrobage, des centrales d'enrobage qui sont conçues spécialement, qui sont conçues spécifiquement pour préparer ces mélanges, hein, ces mélanges d'enrobés, hein, ces enrobés à chaud. Ça, c'est extrêmement important. Et dans ça, il ne faut pas le confondre avec, les enduits superficiels. Les enduits superficiels, il n'y a pas de mélange. Ici, le granulat n'est pas mélangé. Et ce n'est pas préparé en centrale, n'est-ce pas? C'est des techniques que l'on met en place
sur le terrain, n'est-ce pas? On répand d'abord le bitume, ensuite on répand le granulat. Ici, vous voyez que c'est des techniques à froid, essentiellement. Bon, le bitume est à chaud, mais ce n'est pas des mélanges que l'on fait ici en centrale, que l'on vient, qu'on met en œuvre sous forme de. Mais les enduits superficiels, c'est des couches de roulement, les enduits. Que ce soit les enduits superficiels, monocouches, bicouches, tricouches, tout ce que vous voulez, ou bien même les enrobés coulés à froid, hein, tout ça, c'est des enduits, c'est-à-dire aussi, c'est des matériaux donc, de couche de surface. C'est des matériaux de couche de surface. Voilà. Donc, vraiment, il faut comprendre que la fabrication des enrobés se fait dans des centrales d'enrobage. Dans des centrales d'enrobage. Évidemment, il y a plusieurs types. Il y a deux grands types de centrales d'enrobage qu'on appelle les centrales d'enrobage en mode continu. On les appelle aussi des centrales continues. Et les centrales d'enrobage en mode discontinu. On les appelle aussi des centrales discontinues. Alors là, vous pouvez vous reporter à une norme, hein, à une norme française, NFP et NFP 98-701. Voilà. Donc, vous pouvez vous reporter à cette norme-là pour pouvoir voir hein, la composition, les différentes parties d'une installation, hein, d'un poste d'enrobage. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a des doseurs en granulat, il y a des doseurs, il y a des tapis collecteurs de granulat, il y a des brûleurs. Il y a beaucoup d'éléments. Vraiment, c'est une installation, voilà, très riche, beaucoup d'éléments pour pouvoir préparer donc ces enrobés-là. Donc, l'enrobé se prépare en usine, hein, en centrale. Alors, l'historique de ces bétons bitumineux semi-grenus, hein, d'habitude, on dit que c'est le premier lien utilisé, hein, n'est-ce pas, et qui a été utilisé dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. Après, c'est venu en Europe, notamment en France, hein, où il a été utilisé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc c'est ça le béton bitumineux semi-grenu. Je sors ici le béton bitumineux semi-grenu parce que c'est l'enrobé de couche de roulement qu'on utilise le plus. Alors, les caractéristiques granulométriques, il y a le BBSG 0,10 et 0,14, n'est-ce pas? Alors, la courbe granulométrique, c'est une courbe continue qu'il faut étudier. Hein. Il faut faire une étude de formulation pour chercher les vrais dosages, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, ça, c'est des éléments pour le FISO, pour avoir une idée. Hein. Mais il y a le FISO BBSG 0,10, il y a le FISO BBSG 0,14. Vous le retrouvez dans le cours. Donc, ces FISO-là, il faudrait respecter hein, pour voilà, pour avoir un mélange, une composition granulométrique qui entre parfaitement dans le FISO. Alors, le dosage en bitume, là aussi, il faut faire, c'est l'étude hein, de formulation qui te donne le dosage. Tu donnes une idée hein, entre 5 et 5,3 ou bien 4,9, 5, 5,3, ça dépend. Hein, pour le 0,14, pour le 0,10, hein, le 0,10 étant plus fin, certainement le dosage sera beaucoup plus élevé. Ici, on parle de 5,2 à 5%. De toute façon, il faut faire une bonne étude de formulation pour sortir les dosages. Ça, c'est les épaisseurs minimales. Hein. 8, 10, ça c'est l'épaisseur moyenne. Hein. Et minimum 6 cm. Ça, c'est pour le 0,14. Pour le 0,10, les épaisseurs varient entre 6 et 8 en moyenne. Et l'épaisseur minimale, c'est 4 cm. Donc, voilà les trois classes BBSG de classe 1, de classe 2, de classe 3, toujours avec le bitume 35-50. Et voilà, une teneur en liant de 5,2. Et ici, hein, voilà, pour le 0,10 est là, pour le 0,14 est là. Ça, c'est les orniérages. La résistance à l'orniérage, voilà, il y a un essai d'orniérage qu'on peut effectuer aussi sur les enrobés, n'est-ce pas? Surtout les enrobés de couches de roulement. L'essai d'orniérage, par exemple, grâce à l'orniéreur du LCPC, n'est-ce pas? Je vais vous reporter au cours, on a parlé beaucoup donc de cet essai d'orniérage. Donc, cette résistance à l'orniérage va être inférieure à 10% là, inférieure égale à 10%, 7,5%, 5% ici. Ça, c'est les modules de rigidité. Ça, c'est les paramètres epsilon 6, hein, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire la déformation et d'élongation après 10 puissance 6 cycles de charge.
Nous reviendrons sur les caractéristiques mécaniques quand nous parlerons des performances mécaniques des matériaux. Hein. On va parler du comportement mécanique des matériaux. C'est vrai qu'ici, nous sommes plus dans les caractéristiques empiriques que dans les caractéristiques mécaniques. Il y a un chapitre qui est réservé spécialement au comportement mécanique donc des enrobés. Ça, voilà, qu'on voit d'habitude au niveau master, n'est-ce pas? Voilà, d'habitude pour un niveau BTP ou licence, on n'entre pas trop dans voilà, dans ces, mais ça, on le voit à un niveau un peu plus élevé dans le cours donc de master, donc vous allez voir ces éléments. Alors, maintenant, pour vous dire que je ne peux pas développer tous les enrobés qui existent. Il y a plusieurs types d'enrobés, plusieurs types de béton bitumineux ici. Il y a le béton bitumineux ultra mince, le béton bitumineux aéronautique, le béton bitumineux de reprofilage, les enrobés percolés, les asphaltes. Donc là, vraiment, il y en a plusieurs types qu'on peut utiliser. Donc, la mise en œuvre du béton bitumineux, toujours avant de mettre le béton bitumineux, ici, l'enrobé couche d'accrochage. Couche d'accrochage. Après, on met en œuvre, mais ici, la mise en œuvre, c'est uniquement avec un finisseur. Le finisseur, vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce finisseur-là qui va mettre en œuvre l'enrobé, ici, le béton bitumineux. Alors, le matériel de compactage, on l'a dit tout à l'heure, c'est un vibrant plus un compacteur à pneus, n'est-ce pas? Plus un compacteur à pneus. Alors, le compacteur à pneus est nécessaire lorsque l'épaisseur est supérieure à 4%. Sinon, ça peut, le compacteur vibrant peut faire l'affaire. Donc, ici, le nombre de passes dépend toujours de l'atelier de compactage, n'est-ce pas? Si un vibrant est utilisé entre 4 et 6, si c'est un compacteur à pneus entre 8 et 10, mais ça, c'est vraiment à valider hein, en fonction de l'épaisseur qui sera mise en œuvre, en fonction de la performance de vos compacteurs, en fonction de la nature de l'enrobé, des performances de l'enrobé. Ça, c'est à fixer au moment donc, de la planche. Voilà, ici, une couche de roulement, un enrobé de couche de roulement qui est en train d'être mise en œuvre. Je l'ai montré tout à l'heure, et le compactage. Enfin, les enduits superficiels. Les enduits superficiels, un enduit superficiel est un film. Donc, vous voyez que ce n'est pas un mélange de granulats et de liant. C'est un film de liant répandu sur la surface hein, à revêtir, sur lequel une couche de granulats est répandue. Et cylindre est légèrement, hein, légèrement cylindré. Là, vraiment, il y en a même qui interdisent le cylindre. Donc, d'habitude, on utilise hein, ces enduits superficiels en couche de roulement pour un trafic faible. Hein, un trafic faible. Un N équivalent inférieur à 100 000 essiers équivalents. Vraiment, là, c'est un trafic très faible. Et là, on peut mettre en couche de roulement un enduit superficiel. Voilà. D'habitude, on le met sur une grave latéritique hein, ou une GNT. D'habitude, il faut le mettre sur une grave latéritique parce que le trafic est faible, hein, n'est-ce pas? C'est en ce moment qu'on utilise une grave latéritique non liée en couche d'assises, ou bien même une GNT en couche d'assises. C'est lorsque le niveau de trafic est faible. Ici, bon, les épaisseurs, on ne parle même pas d'épaisseur, mais bon, globalement, quand vous voyez que c'est très faible, hein, 0,5 et 1,5 cm, ça dépend donc du nombre de couches d'alternance, couches de bitume, couches de liant et couches de granulats. Alors, les granulats qui sont utilisés doivent être concassés et fins. Bon, il y a des classes, hein, 4, 10, 6, 10, 10, 14. Et finalement, il y a d'autres classes hein, qu'on peut utiliser dans nos pays. Hein, voilà. Voilà. 3, 8, 8, 16, hein, etc. Les granulats doivent être propres, doivent être lavés pour assurer un bon collage du bitume résiduel. Ça doit être dur. Pourquoi? Parce que nous sommes en couche de roulement. Sinon, les poids lourds vont l'écraser. N'est-ce pas? Les enduits superficiels aussi ne doivent pas être trop chers. Hein? Un enduit superficiel, donc, elle n'est pas trop cher. Si c'est trop cher, c'est hein, voilà, c'est pas bon. Voilà, comparé aux enrobés, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est le choix de l'émulsion. On peut utiliser une émulsion de bitume, n'est-ce pas? Émulsion cationique, hein, à prise rapide, à rupture rapide. Hein.
Parce que l'émulsion, ici, voilà, après l'eau va partir et voilà, il va rester le bitume résiduel. Hein, il va laisser le bitume résiduel. Ici, entre 65 ou 69% de bitume résiduel. Après le départ donc, de l'eau. On peut utiliser aussi un bitume fluxé, n'est-ce pas? Ou bien un bitume routier qui peut être un bitume modifié ou non. Voilà. De classe 110 ou 160, 220, ça c'est des classes de pénétrabilité. Par exemple, par contre, 400, 800, 800, 1600, 1600, 3200, c'est des classes de viscosité. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec la... On l'a vu, hein, on l'avait vu hein, quand on parlait de quoi? De viscosité des liants. Surtout pour les bitumes, fluidifiés et les bitumes fluxés. Voilà, hein, il y a plusieurs types maintenant. Il y a ce qu'on appelle l'enduit superficiel monocouche. Ici, on répand une première couche de granulat et une couche de... on répand une première couche de bitume. Ensuite, on répand une couche de granulat. Voilà, les granulats vont se fixer sur la couche de bitume. En ce moment, on a un enduit superficiel monocouche. Alors, le répandeur de liant va passer pour répandre les granulats. Pour répandre, je veux dire ici, le liant d'abord. Ensuite, le camion gravillonneur va passer en reculant. Alors, la répandeuse de liant fait marche avant. La répandeuse de liant fait marche avant. La répandeuse de granulat fait marche arrière. Pour ne pas marcher sur le bitume. Sinon, les traces des pneus vont décoller le bitume. Donc là, il va faire marche arrière pour répandre les grains. On dit l'enduit ici est monocouche. Ça, c'est une structure quand même qui est polyvalente, qui est plus utilisée. Alors, les granulats, c'est soit le 4-6 ou bien le 6-10. Il y a aussi ce qu'on appelle l'enduit superficiel monocouche double gravillonnage. C'est-à-dire que la répandeuse de liant répand d'abord le liant. Ensuite, il y a une première couche donc, de gravillon, n'est-ce pas, qui est grossier. Ensuite, une deuxième couche qui est plus fin, hein, de gravillon plus fin. Et après, l'ensemble est comme ça. Ça permet donc de fermer, d'avoir moins de vide, moins de poches, d'avoir une structure beaucoup plus ferme. Alors là, c'est plus adapté pour des niveaux de trafic beaucoup plus élevés, n'est-ce pas? Beaucoup plus élevés. Ça nécessite un bon support, un support très dur, quand même, un support dur, disons. Alors ici, les granulats, c'est soit un 6-10 suivi d'un 2-4 ou bien un 10-14 suivi d'un 4-6. C'est ce qu'on appelle l'enduit bicouche. Alors la première couche de liant, première couche de granulat. Deuxième couche de liant, deuxième couche de granulat. Voilà. La deuxième couche de granulat est toujours beaucoup plus fin. Donc 6-10 puis 2-4 ou bien 10-14 puis 6-6-4. Alors ça, c'est pour des trafics quand même aussi importants, avec des supports hétérogènes tels que du GNT ou enrobé abîmé, n'est-ce pas? Ça, vraiment, on l'appelle l'enduit bicouche. Alors, il y a aussi l'enduit monocouche pré-gravillonné. L'enduit monocouche pré-gravillonné. C'est-à-dire qu'avant de mettre le liant, vous avez d'abord une première couche de granulat. Hein? Une première couche de granulat, 6-10 ou 10-14. Ensuite, on met hein, le liant, la couche de liant, et au-dessus, on met une deuxième couche de granulat, ici, de granulat plus petit, n'est-ce pas? Par exemple, le 2-4, si ici c'est du 6-10, ou bien le 4-6, si ici c'est du 10-14. Ça qu'on appelle enduit monocouche, hein, pré-gravillonné. On l'appelle aussi la couche sandwich. Regardez, c'est comme, regardez, un sandwich qui est là, entre les deux parties hein, du sandwich. On l'appelle aussi couche sandwich. On le met dans des supports hétérogènes. Hein. On peut le mettre dans des supports hétérogènes tels qu'une grave non traitée soumis donc, à la ségrégation. Donc voilà un tableau récapitulatif quand même des différentes formulations des enduits superficiels. Alors la mise en œuvre des enduits superficiels, je l'ai dit tout à l'heure,
le matériel, c'est d'abord la répandeuse de liant qui fait une marche avant, n'est-ce pas? La répandeuse de liant, voilà, maintenant avec plusieurs capacités, hein, n'est-ce pas? Du liant, peut-être 12 000 litres, 10 000 litres, 8 000. La température de répandage est supérieure à 60 degrés. Supérieure à 60 degrés. Vous voyez que c'est différent des enrobés. Les enrobés, on était à des températures de 150, hein, supérieures à 140 degrés. Par contre, après, vous avez le camion gravionneur qui fait une marche arrière pour répandre quand même les gras. Alors, le compactage ici, après, on peut faire un léger compactage, hein, pour assurer la mise en place des granulats, le collage des granulats avec le bitume. Mais un compactage quand même léger, sans écraser les granulats. Sinon, vous allez écraser les granulats, hein, n'est-ce pas? Alors, on peut faire un compactage. D'habitude, ici, on n'utilise même pas de rouleau vibrant. Hein? D'habitude, hein, n'est-ce pas? Ici, on utilise un compacteur, plus un compacteur à pneus, hein, supérieur à P1. Alors, ici, quelques passes. Hein, 3 à 5 passes, ça suffit. Parce qu'ici, il n'y a rien à compacter. Ce n'est pas une couche à compacter. On veut juste que les granulats se collent au liant. Et immédiatement après, on peut ouvrir le chantier à la circulation. Et la circulation apporte ici un complément de compact. Là, vraiment, quelques passes du compacteur à pneus. Et éviter autant que possible les compacteurs vibrants là, parce que ça ne marche pas. Voilà une répandeuse de liant, ouais. Une répandeuse de liant. Donc voilà un camion gravionneur. Avec ici, la répandeuse de liant est en marche avant. Hein, mais regardez ici, le camion gravionneur, donc il est en train de reculer parce que le liant est déjà répandu. Le camion est en train de reculer pour répandre les granulats. Ici, hein, ici c'est un enduit superficiel qu'on utilise en accotement, sur les accotements qu'on est en train de mettre en place sur les accotements. Regardez, le gars là, il est en train d'utiliser le cylindre là, mais ce n'est pas la bonne formule. Hein. Mais bon, si ça ne vibre pas trop, les gens peuvent l'utiliser comme ça, juste quelques passages pour coller. Surtout ici, nous sommes en accotement. Et puis les granulats, ça c'est des granulats petit diamètre, hein, n'est-ce pas? Donc c'est des petits gravions. Là, ça peut ne pas être trop méchant. Alors enfin, les couches d'accrochage et d'imprégnation. On en a parlé dans le cours. Hein, les couches d'accrochage et les couches d'imprégnation. Une couche d'accrochage sera appliquée systématiquement sous chaque couche d'enrobé. Je l'ai dit tout à l'heure avec la grave bitume et le béton bitumineux. Avant de mettre une couche d'enrobé, il faut mettre une couche d'accrochage. Voilà. Il faut mettre une couche d'accrochage. Alors, vous pouvez ajouter, si c'est nécessaire, hein, un gravionnage ou du lait de chaux, hein, en cas de collage excessif des pneus. Hein, en cas de collage excessif des pneus, vous pouvez donc faire un gravionnage. Enfin, si vous faites un gravionnage, ça empêche quand même les pneus donc, de se coller au liant. Ça dépend de la nature donc, du liant. N'est-ce pas? Alors, par contre, une couche d'imprégnation sera appliquée systématiquement entre une couche d'enrobé et une couche de grave non traité. Donc, entre une couche d'enrobé et une couche de grave non traité, ou bien de grave latéritique, hein, en couche d'assise ou de réglage de chaussée, en ce moment, on peut mettre une couche d'imprégnation. On peut aussi imprégner toute couche là qu'on veut protéger des intempéries. Pour l'imperméabiliser, donc en ce moment, on met une couche d'imprégnation, hein, qui sera complétée par un gravionnage, c'est-à-dire un répandage de gravion. Ici, dans ces couches d'encre, ce qui est utilisé, hein, dans ces couches hein, d'accrochage et d'imprégnation, hein, on peut les utiliser, on peut les effectuer, on peut les mettre en œuvre à partir d'émulsions de bitume, mais aussi à partir de bitume fluidifié. Hein, bitume fluidifié qu'on appelle aussi les queues. Donc voilà, je vous montre des photos hein, de chantier de mise en œuvre. Donc voilà, d'enduit superficiel. Aujourd'hui, il y a même des machines qui sont conçues hein, et qui combinent une table de répandage de liant et un gravion. Regardez ici la table, regardez cette figure-là. La table est là, donc ici qui est en avant. Et le camion fait une marche arrière.
marche arrière, puisque la table de répandage de liant est en avant. Donc, vous voyez qu'il répand d'abord le liant et derrière, ici, vous voyez les granulats qui sont en train d'être étalés sur la surface. Donc, en ce moment, voilà, il peut les mettre. Voilà. Voilà. Donc, voilà, donc ça combine les deux rôles là. Au lieu d'avoir une répandeuse de liant à part, un camion gravillonneur à part, évidemment, il y a des camions qui jouent les deux rôles à la fois. Alors après, il faut contrôler les enrobés. Voilà, il faut contrôler les enrobés. Par exemple, la densité de l'enrobé, il faut le contrôler, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser le gamma densimètre à diffusion pour une prise automatique ou bien une prise en discontinu. Ça qu'on appelle d'habitude sur les chantiers le Troxler. Le Troxler, c'est une marque, mais l'appareil s'appelle le gamma densimètre à diffusion, n'est-ce pas? Ça permet donc de mesurer la transmission d'une source radioactive, on l'a déjà dit, à partir d'un enrobé, pour estimer, après étalonnage, la masse volumique réelle de l'enrobé et la compacité. On peut faire aussi un carottage de l'enrobé pour apprécier l'épaisseur de la couche d'enrobé mise en œuvre, mais aussi mesurer la densité de l'enrobé. Voilà ce qui termine l'exposé sur les enrobés qu'on utilise en couche d'assises et les enrobés qu'on utilise en couche de roulement, mais aussi les enduits superficiels.